Vous écoutez Radio Mali, il est 7 heures au 34e régiment du génie militaire de Kati, même heure partout au Mali. Le journal, Agibou Koulibaly. Les titres. Présentation hier au drapeau national de la troisième cohorte du service national des jeunes SNJ avec ses 784 nouveaux fonctionnaires. Le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, entend ainsi impulser une nouvelle dynamique à l'administration publique. On en saura plus avec Mamari Koné en début de journal. Le Canada vole au secours des déplacés, réfugiés et communautés hautes vulnérables du Mali avec 16 milliards de francs CFA à travers le projet renforcement de la participation socio-économique. À l'international, en Côte d'Ivoire, plusieurs proches de Guillaume Soro ont été jugés hier à la Cour d'appel d'Abidjan pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. En sport, il sera question de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 qui démarre cet après-midi et la finale de la 7e édition du CHAN prévue pour demain entre l'Algérie et le Sénégal. Et enfin, la chronique du développement en rediffusion revient sur la problématique de la hausse des taux directeurs ou taux d'intérêt dans la zone UEMOA. Voilà pour le sommaire tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue. Nous sommes vendredi 3 février 2023. Comme annoncé dans le sommaire, la troisième cohorte du service national des jeunes SNJ a été présentée hier au drapeau national. C'était à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire sous la présidence du chef suprême des armées, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les 784 nouveaux fonctionnaires, dont 245 personnes féminines, auront un rôle de premier plan dans l'obtention du nouveau type de Malien souhaité par les autorités de la transition. Reportage Mamari Koné. Après 6 mois de formation militaire obligatoire, les 784 admis à la fonction publique d'État sont présentés au drapeau national. Le président de la transition, qui préside la cérémonie, procède à la revue des troupes après l'exécution de l'hymne national. Pour arriver à ce jour, les nouveaux fonctionnaires ont suivi une formation militaire au camp de Bafou dans la région de Ségou. Colonel Tchemoko Kamara, directeur général du service national des jeunes. Ces recrues ont été formés au savoir et savoir-faire des matières clés telles que la tactique, la topographie, l'armement, le règlement du service dans l'armée, pour ne citer que celles-ci. Elles ont aussi appris à connaître, à aimer et à comment servir loyalement leur pays à travers un programme d'instruction civique. Elles ont également reçu toutes les informations relatives au code de conduite, à l'éthique et à la déontologie d'un fonctionnaire de l'administration publique à travers des modules de socialisation. Le directeur général du SNJ souhaite par ailleurs la construction du nouveau siège de la structure, celle du centre de formation ainsi que l'amélioration des conditions de formation. Dans son témoignage, le président de l'amicale des anciens du service national des jeunes a salué sa reprise après 25 ans d'interruption. Selon lui, le SNJ joue un grand rôle dans la construction nationale. Ousmane Abou Diallo, président de l'AMA SNJ. S'inspirant de la devise du service national des jeunes, apprendre, servir et défendre conformément à ses objectifs. L'AMA SNJ œuvre à apporter sa part de contribution au développement de notre pays. L'AMA SNJ constitue un creuset qui prolonge les missions du service des jeunes en fortifiant l'esprit civique et citoyen pour inspirer les jeunes générations. En décidant de reprendre le service militaire obligatoire des admis à la fonction publique d'État en mars 2021, le président de la transition a pris une décision de haute portée qui a été exécutée avec honneur et conviction. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Par les services militaires obligatoires, il s'agit de développer chez l'agent public les qualités, les aptitudes et les réflexes nécessaires à la bonne exécution de sa mission de service public. Il s'agit aussi et surtout de cultiver les vertus de l'éthique et de la déontologie, l'esprit de patriotisme, l'esprit de civisme, le sens des valeurs et surtout la défense de la patrie, toute qualité humaine
susceptible de mettre en exergue l'ensemble des dimensions de la citoyenneté. Après avoir accompli leur service obligatoire pour servir la patrie avec honneur et dignité, le major de la 3e cohorte Boubacar Ali Touré, technicien supérieur des travaux publics, et ses compagnons sont désormais appelés sur le terrain de la construction nationale. Un défilé des forces de défense et de sécurité et des éléments du service national des jeunes a mis fin à cette cérémonie de présentation au drapeau national. Sur le même registre, après avoir salué le gouvernement pour la bonne organisation des différents concours d'entrée à la fonction publique, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est réjoui d'avoir respecté un engagement tenu en 2021 pour la reprise du service national des jeunes. Il entend ainsi impulser une nouvelle dynamique à l'administration publique. Le président de la transition a aussi invité les nouveaux fonctionnaires à ne pas tomber dans la facilité et à cultiver la loyauté. Nous l'écoutons au micro de notre reporter Mamari Kone. Tout d'abord, je tiens à féliciter le gouvernement pour tous les efforts déployés de la préparation du concours jusqu'à la formation commune de base. En présentant au drapeau national, emblème de la patrie, ces jeunes recrues de la fonction publique, nous ne faisons que lier l'acte à la parole. Il y a de cela 10 mois, j'annonçais ici, sur la même place, que désormais tous les admis à la fonction publique vont suivre une formation militaire pour une période de 6 mois avant de rejoindre leur poste. À travers cet acte, les autorités de la transition viennent de passer un nouveau cap qui est la création de la réserve pour la défense de la nation. Aussi, je n'ai aucun doute que cette nouvelle génération de fonctionnaires saura se surpasser et impulser une nouvelle dynamique de performance de notre administration publique. Et ce processus sera maintenu pour les futurs recrues de la fonction publique. Et en guise de conseil, je les demande de ne plus tomber dans la facilité. Il les appartient désormais de préserver les acquis de la formation militaire, qui est la discipline, la ponctualité, la rigueur et surtout la loyauté. Aussi, il les appartient désormais de défendre les 3 principes qui guident désormais l'action publique en territoire du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires occupés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Bon courage et bonne chance pour les futures carrières, que l'aventure commence. Et sur un tout autre sujet, plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le coût de 2 infrastructures qui viennent d'être inaugurées hier par le ministre de l'économie et des finances. Les bâtiments inaugurés sont les sièges de la recette générale du district et la paillerie générale du Trésor. En inaugurant ces joyaux, le gouvernement apporte ainsi une réponse aux revendications de la section syndicale des travailleurs du Trésor et améliore le cadre de travail des agents du Trésor. Reportage Mamadou Fani. La direction des recettes générales du district et la paillerie générale du Trésor se logent dans du neuf. 2 nouveaux bâtiments viennent ainsi d'être inaugurés par le ministre de l'économie et des finances. Ces infrastructures constituent une grande avancée dans le vaste chantier de la modernisation de la gestion des finances publiques et l'amélioration du cadre de travail des agents de l'État. Boubacar Benbouye, directeur national du Trésor et de la comptabilité publique. Assurément, le rêve devient une réalité pour les personnels du Trésor et les usagers. La construction du nouveau siège de la RGD et de la PGT, dont la pose de la première pierre a été faite le 18 février 2019, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail que les anciens bâtiments ne pouvaient assurer. Bâtis sur une superficie de 6300 m², ces joyaux érigés chacun en R+6 comptent 82 bureaux, des salles de réunion, des salles d'archivage et d'autres commodités pour un coût de plus de 4 milliards 600 millions de francs CFA, dont 500 millions pour l'équipement entièrement financé sur le budget de l'État. Al-Husseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Les recettes générales du district encaissent plus de 80% des recettes budgétaires de l'État aujourd'hui et que la paillerie générale paye plus de 90% des dépenses de l'État aujourd'hui. Donc ce qui fait que c'était des structures qui étaient très très mal logées. Il y avait la paillerie générale qui était logée au Dibida dans des conditions très difficiles et les recettes générales du district n'avaient pas de domicile, étaient obligées de vaquer dans plusieurs sites en location. Donc c'était indispensable. La réalisation de ces infrastructures est une réponse aux doléances de la section syndicale du Trésor depuis quelques années. Le ministre a saisi l'occasion pour appeler les travailleurs à redoubler d'efforts avant de procéder à la visite des locaux.
Autre titre de ce journal, 16 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés, réfugiés et communautés hautes vulnérables du Mali. Il sera exécuté par la coopération allemande au Mali sur financement du Canada. La coordination de ce projet qui court jusqu'en 2025 est assurée par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Les détails avec Batraoré. Le Canada et l'Allemagne aux côtés des populations déplacées internes, des réfugiés et des communautés hautes de la crise multidimensionnelle. C'est à travers le PAPS, projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés et réfugiés. Il est financé par le Canada à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Alexander McGill, chargé de coopération à l'ambassade du Canada au Mali. La situation de déplacés, à la fois la perte de leur population vers d'autres communautés et le retour dans la communauté de Mopti, est d'importance pour nous tous. Que ce soit le Canada ou le Mali ou l'Allemagne, c'est une situation humaine. Le PAPS est axé sur 3 volets essentiels, à savoir la formation professionnelle, la collaboration avec le secteur privé et la promotion de la cohésion sociale. Son exécution sera assurée par l'ambassade d'Allemagne au Mali à travers la GIZ. Andrea Hartmann, chargé de coopération à l'ambassade d'Allemagne au Mali. Le gouvernement fédéral allemand suit de près les défis des populations au Mali. Suite à la pression grandissante sur la question du déplacement interne, il continue à adapter le budget du projet à la hausse en soutien au gouvernement du Mali dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la cohésion sociale dans un contexte de déplacement forcé dû à l'insécurité. Débat Tougara, conseiller technique au ministère de l'Industrie et du Commerce. Un comité de pilotage sera finalisé bientôt et qui va regrouper les acteurs étatiques clés qui auront un rôle à jouer conformément au contrat d'exécution conclu entre la GIZ et le ministère. Nous sommes convaincus de la plus-value du projet et de l'importance que vous jouez dans sa mise en œuvre. Les déplacés internes et réfugiés des régions des Cailles, Ségou, Mopti et ceux du district de Bamako sont les principaux bénéficiaires du PAPS. À 7h passées de 12 minutes, un œil sur l'actualité internationale. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, plusieurs proches de Guillaume Soro ont été jugés hier à la cour d'appel d'Abidjan pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Les faits remontent au 23 décembre 2019, au moment du retour avorté de Guillaume Soro. Estimant qu'il risquait d'être arrêté à son arrivée, l'ex-président de l'Assemblée nationale avait finalement atterri au Ghana voisin. Lors d'un premier procès tenu en juin 2021, Guillaume Soro avait été condamné en son absence à la perpétuité. Ses proches et collaborateurs à 20 ans de prison. Le Tchad a ouvert sa première ambassade en Israël. Elle a été inaugurée hier par le président Mohamed Idriss Déby Itno en personne. Le premier ministre de l'État hébreu, également présent, a salué un moment historique pour les deux pays qui ont repris leurs relations diplomatiques il y a 4 ans. Après presque un demi-siècle de rupture diplomatique, Israël et le Tchad ont en effet renoué en 2019. Ils concrétisent donc leur alliance à travers l'ouverture de cette ambassade. En RDC, le pape François achève aujourd'hui son séjour à Kinshasa. Il a rencontré des victimes des violences, célébré une gigantesque messe devant environ 1 million de personnes, rencontré des jeunes réunis dans le plus grand stade du pays. Cette visite a été particulièrement marquée par une grande mobilisation et des discours poignants du souverain pontife. Il s'agit sans doute de l'un des plus puissants plaidoyers faits sur la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit dans l'est de la RDC. Le Soudan et Israël annoncent un accord pour une normalisation de leurs liens. Le ministre israélien des Affaires étrangères était hier à Khartoum. Un traité de paix devrait être signé entre les deux États une fois que le pouvoir soudanais aura été transféré à un gouvernement civil, a-t-il annoncé après sa visite. Enfin, aux États-Unis, le Pentagone a révélé hier soir qu'un ballon espion chinois survolait le pays et notamment certains sites militaires sensibles. Joe Biden lui-même aurait envisagé de l'abattre, mais les autorités militaires ont préféré ne pas le faire à cause des risques posés par les débris pour les personnes au sol et aussi car elle estime que peu d'informations
vraiment sensibles ont pu être collectés. À présent, la page des sports. L'actualité sportive au plan national reste marquée par la 10e journée du championnat national de Ligue 1 qui démarre cet après-midi. Sur le continent, l'actualité reste dominée par la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations prévue pour ce samedi entre l'Algérie et le Sénégal. Mais avant, le match de classement pour la 3e oppose ce soir le Niger à Madagascar. Parlant des candidatures pour l'organisation de la CAN 2025, Patrice Motsepe, le président de la CAF, encense l'Algérie et se prononce là-dessus. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Salif Ouedraogo. Le championnat national de Ligue 1 malien reprend service avec la 10e journée qui commence ce vendredi. Interrompu pour des raisons de participation de l'équipe nationale locale au championnat d'Afrique des Nations CHAN, la compétition revient avec 3 rencontres vendredi ici à Bamako. À partir de 16h au stade Morbo Keïta, l'AS Police va croiser le fer avec l'AS Real leader. Cette rencontre sera suivie de 11 créateurs de Nyarila, stade malien de Bamako, avec son nouvel entraîneur ivoirien Chaka Traoré, qui fera son baptême du feu avec son tout nouveau club. La rencontre est prévue pour 18h. L'explication Binga FC, club olympique de Bamako, c'est à 16h au stade Mamadou Konaté. La dite journée se poursuivra samedi avec 3 rencontres explosives un peu partout à travers le territoire national. À Baraouli, l'AS Bakaridian va se mesurer avec Afrique Football Elite AFE. À Kita, l'Union sportive des cercles de Kita sera aux prises avec l'Élan olympique. À Bougouni, l'Union sportive de Bougouni offre son hospitalité à l'USFAS. Initialement prévu samedi au stade Morbo Keïta, les matchs Goliba AC El Seba et AS Black Star de Badalabougou ASCO sont finalement reportés à lundi pour des raisons d'indisponibilité du stade. Le match de classement pour la 3e place du 7e championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Algérie 2022 se joue ce vendredi. Il mettra aux prises le Niger et Madagascar. Chacune des 2 équipes tenteront de terminer la compétition sur une victoire. À titre de rappel, les 2 formations ont perdu respectivement 5-0 et 1-0 devant l'Algérie et le Sénégal en demi-finale. Le coup d'envoi du match est prévu à 19h GMT. Quant à la grande finale, elle aura lieu demain samedi au stade Nelson Mandela d'Alger entre l'Algérie et le Sénégal. À l'approche de la finale du CHAN 2022 qui opposera samedi l'Algérie au Sénégal, c'est déjà l'heure du bilan pour le pays hôte. Alors que les FENAC sont candidats à l'accueil de la CAN 2025 qui doit être attribuée le 10 février, l'aspect organisationnel du CHAN a évidemment été au centre de tous les regards. Et pour le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, c'est un grand succès pour l'Algérie. En revanche, le dirigeant se garde bien évidemment de se mouiller concernant la CAN 2025, conservant la neutralité qui incombe à sa fonction. Pour rappel, l'Algérie aura pour concurrent l'Afrique du Sud, la Zambie, la candidature commune Bénin-Nigeria et surtout son frère ennemi du Maroc. Alors que la rivalité entre les 2 pays se trouve à son comble. Le royaume chérifien accueille depuis mercredi le mondial des clubs de la FIFA avec l'ambition là aussi de faire forte impression. Chronique du développement. La chronique du développement en rediffusion revient sur la problématique de la hausse des taux directeurs ou taux d'intérêt dans la zone UEMOA, une mesure qui est destinée à maîtriser l'inflation dans notre espace communautaire. Aussi, le report de la future monnaie unique de la zone CEDEAO, l'ECO, est justifié en partie par cette question. Une réalisation de Soumila Berté et de Marc Dambélé. Initialement annoncée pour 2021, la monnaie unique de la zone CEDEAO, l'ECO, ne sera probablement effective qu'en 2027. Des difficultés d'ordre technique et contextuel sont les principales causes de ces reports. Modibo Maoumakalou, économiste. Pour avoir une monnaie unique, il faut des critères de convergence. Ça veut dire qu'il faut que les économies aillent dans le même sens, que les économies soient similaires, qu'il n'y ait pas de très grandes disparités entre les économies. Parce que nous sommes au dernier degré de l'intégration économique et monétaire
Et cela veut dire que les pays doivent harmoniser leur politique économique. Cela veut dire la politique fiscale, budgétaire donc, et la politique monétaire, c'est-à-dire la mise en œuvre de la politique monétaire par les banques centrales. Évidemment, pour l'éco, il est projeté que nous ayons une monnaie unique en 2027. Ce report est dû à la Covid et déjà aussi des difficultés au niveau des critères de convergence, parce que ce que la pandémie sanitaire a créé, c'est-à-dire qu'il y a eu, les déficits se sont accrus, il y a d'autres problèmes maintenant comme l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix qui surviennent et les banques centrales doivent intervenir parce que c'est leur rôle de maîtriser l'inflation, d'assurer la stabilité des prix. Maîtriser l'inflation, c'est justement pour faire face à cette problématique que l'IMOA a revu à la hausse son taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel la BCEAO prête de l'argent aux banques commerciales. Ainsi, en septembre, ce taux est passé de 2,25% à 2,5%, une mesure qui n'est pas sans conséquence sur la vie dans notre espace communautaire. L'impact de cette mesure est très important parce que vous savez, c'est de maîtriser l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix des biens et des services de consommation des ménages. Cette hausse du taux directeur va non seulement faire que les prix vont augmenter le coût des emprunts, mais si le coût des emprunts augmente, évidemment ça va rendre plus difficile la demande des biens et des services parce que moins il y a d'argent disponible, moins il y aura de dépenses effectuées et moins il y aura de consommation, ce qui ne fera baisser les prix des biens et des services. Évidemment, cette logique tient si, évidemment, la cause de la hausse généralisée des prix est monétaire. C'est-à-dire s'il y a l'émission de monnaie, c'est-à-dire s'il y a une grande masse monétaire, en réduisant cette masse monétaire, évidemment, les prix des biens et des services. Ce phénomène pourrait demeurer encore longtemps, voire s'étendre à d'autres secteurs financiers non bancaires, car le contexte international marqué par la crise en Ukraine ne rassure guère, avertit notre expert Modibo Mahamadou. Il faut s'entendre encore à ce que les taux directeurs soient relevés encore et cela va mettre en difficulté les économies et les secteurs non seulement financiers, mais les secteurs financiers non bancaires en plus, parce que les fonds de pension, etc., les assurances vont avoir des difficultés parce que quand les taux directeurs augmentent, ça veut dire que les marchés financiers aussi seront en difficulté avec la hausse du coût des emprunts. Et tous ces secteurs-là vont être un peu en difficulté et les investisseurs vont serrer entre les entreprises qui ont les meilleures performances et celles qui n'ont pas de très bonnes performances. Et donc, la hausse de ces coûts d'emprunt aussi font augmenter la dette et des États et des entreprises. Donc, celles qui seront les plus endettées et qui n'auront pas un bilan assez confortable auront des difficultés et risquent d'aller en faillite, ce qui va augmenter encore des difficultés dans l'économie, ralentir l'économie et puis faire augmenter le chômage. Et les solutions seront globales parce que nous avons des problèmes géopolitiques, c'est-à-dire la crise en Ukraine, qui affecte le prix des matières de base, des ressources naturelles, comme le pétrole, comme les engrais, comme les céréales, et même nos produits d'exportation, comme le coton, le cacao, le café et autres. En attendant des solutions globales à cette crise, les pays à faible revenu continuent d'en payer les prix forts. Et notre continent est particulièrement concerné car il importe un tiers de ses besoins en denrées alimentaires. Ainsi prend fin cette édition à 7h passées de 23 minutes à 100. Sa mise en onde est assurée par Mamadou Boubacar Diallo. Réalisation et coordination, Brahma Traoré, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Djeneba Doumbia, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons que la force du Malikoura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour et passez une bonne journée de vendredi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.